Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce mardi 21 décembre 2021, les députés béninois ont pris acte du rapport biennal sur l'état des droits de l'homme au Bénin sur la période allant du 3 janvier 2020 au 30 novembre 2021 que leur a présenté le président de la Commission béninoise des droits de l'homme, M. Clément Kakpo-Chichi. Jugé à charge contre le Bénin, le document a essuyé de vives critiques de la part des parlementaires menaçant de réformer cette commission qui serait prise en otage. Quelle lecture pourrait-on faire de ce rapport et quelles sont les premières analyses qui pourraient en découler? C'est l'objectif de ce plateau spécial que Télé vous offre ce soir avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir. Stan. Bonsoir Stan. Oui, c'est vrai, à force d'avoir plusieurs interlocuteurs. Oui. Bonsoir Stan, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, composé de 132 pages, ce rapport qui se veut une contribution à l'avancée des droits de l'homme est intitulé « Covid-19 entre restrictions et respect des droits de l'homme au Bénin ». Il est articulé autour de 3 axes. Alors, Agapit Napoléon Maforican, est-ce que vous êtes surpris du contenu de ce rapport? Écoutez, on ne peut pas être surpris du contenu d'un rapport dont on a été ni Adam ni Dève associés, dans la mesure où le rapport porte toujours la mention de ceux qui l'ont écrit, et donc l'orientation, soit des cahiers de charges, soit de la vision, soit de la posture, soit de la position idéologique ou doctrinale de ceux qui ont pu être à la base ou ceux qui ont pu l'écrire. Donc, a priori, moi, je ne suis pas surpris. Après, oui, il y a des éléments de contenu qui interpellent l'analyste en termes d'opportunités et peut-être d'objectifs visés par les rédacteurs du rapport. Bien évidemment. Et quand vous parlez du contenu du rapport, il y a certains aspects de ce document qui n'ont pas requis l'assentiment des députés de la représentation nationale. Je vous donne lecture d'une petite portion. Le rapport détaille par exemple que le Bénin a régressé en matière de droits civils et politiques. Des cas de violation de ces droits ont été enregistrés lors des processus électoraux de 2020 et de 2021 qui ont été déplorés. Et pour cela, le rapport qui plaide pour une politique beaucoup plus améliorée à ce niveau. Vous qui êtes par ailleurs expert électoral, dites-nous si cela est en accord avec la réalité. Non, écoutez, il est évident qu'il y a eu une situation pendant la présidentielle. Bon, on est entré de plein pied. Moi, j'aurais peut-être pu aimer qu'il y ait quelques consultations générales, mais on va y aller. Ouais. Donc, oui, l'élection présidentielle a eu lieu, tout comme d'ailleurs toutes les élections que nous avons organisées. Et le rapport a dit que depuis 2019, il y a eu une sorte de dégradation, donc fait que les élections donnent lieu à un certain nombre de situations. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y en a qui refusent. Vous savez, il y a une ordre nouvelle qui est établie par un rapport de force politique nouveau qui est établi par des lois nouvelles qui changent des habitudes. On ne peut pas l'ignorer. Et des lois auxquelles tout le monde, toute la représentation nationale a souscrit. Mais lorsqu'il s'agit de les appliquer, ça casse le jeu. Donc, et là, je pense que l'une des failles de l'analyse de la commission part de là, par rapport au contexte électoral que nous avons connu de 2019 à 2021, par exemple. Alors donc, parlant de dégradation, je pense qu'on a l'impression que les rédacteurs du rapport sont venus de l'extérieur. Ils sont venus découvrir une situation dont ils ignorent les tenants et les aboutissants. Ils ont pris des notes, ils ont pris et ils se sont bornés à regarder d'un côté de l'iceberg. Ça fait une analyse. Or, un certain de rapport. Et de par sa composition, la Commission béninoise des droits de l'homme, organe que je respecte avec beaucoup de dignité, parce que c'est quand même un ensemble cohérent de personnalités ayant plusieurs expériences. On ne peut pas médire, mais a fait une orientation, s'est donné une orientation, à mon humble avis, qui donne toute l'impression qu'on a voulu aller dans un sens, notamment
un rapport à charge contre l'État. Voilà. Un rapport à charge, vous le dites, qui n'a pas du tout requis l'assentiment de plusieurs des parlementaires. On reviendra tout à l'heure sur quelques déclarations des parlementaires à l'occasion, mais je voudrais quand même avoir un mot, parce que la première partie du rapport fait état des lieux sur la situation des droits de l'homme au Bénin avec une période bien précise. Un accent particulier est d'ailleurs mis sur l'impact, par exemple, de la pandémie liée à la COVID-19 dans le quotidien des Béninois, la crise sanitaire qui a touché toutes les couches sociales de notre pays, en particulier celles les plus vulnérables, par exemple les personnes âgées, les femmes, les enfants et surtout la population carcérale dans les maisons d'arrêt et prisons de notre pays, ce qui constitue une menace grave pour les droits humains, principalement le droit à la vie et à la santé. Oui, voilà, c'est un extrait assez intéressant, mais ce qu'on peut dire globalement de ce contenu lié par rapport à Covid, c'est pas la Commission béninoise des droits de l'homme, il y a des habilités internationales et Bénin déjà qui a soulevé le problème, c'est-à-dire droits de l'homme et Covid-19 et la préservation des droits de l'homme. Et il y a le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, qui a revenu un peu sur la question qui s'était inquiété de la dégradation de la situation des droits de l'homme dans les États, dans certains États qui prennent prétexte sur la COVID-19 pour restreindre certaines libertés. Mais ce n'est pas le cas au Bénin. C'est pas le cas au Bénin, dans la mesure où le rapport a reconnu que, contrairement à beaucoup d'autres pays de la sous-région, pratiquement tous les pays de la sous-région, le Bénin s'est refusé à prendre des mesures draconiennes qui, du reste, étaient attendues par toute l'opinion publique. Ça, là, c'est pas dit, mais vous vous rappelez, ce soir du 30 mars, si je ne me trompe, ou du 18 mars 2020, ou du 30 mars 2020, je ne me rappelle plus, lorsque le gouvernement s'est réuni, lorsqu'il y a eu le premier décès lié à la Covid, le gouvernement s'est réuni pour prendre des mesures. Quand le gouvernement n'ayant pas fermé les frontières, mais ça a été une sorte de déception dans l'opinion publique. Tout le monde s'attendait à ce que le gouvernement arrête l'école, ferme les frontières, suspend les marchés. On a parlé du cordon sanitaire à l'époque. Oui, on a parlé du cordon sanitaire. Le gouvernement a préféré des mesures à dose homéopathique afin de juguler le phénomène par endroit. Donc, a sectionné un peu la zone où ça se déroule et a pris des mesures. Évidemment, on peut dire que les mesures sont discriminatoires, mais le gouvernement devrait-il rester sans réagir et laisser, au nom d'une liberté, disons, d'une liberté individuelle, livrer les populations en méprisant leurs droits à la santé? C'est ça. Donc, les mesures prises par le gouvernement est entré dans le cadre de la préservation de la santé publique, de maîtriser la propagation du phénomène, tout en permettant l'activité économique. Et le chef de l'État, lorsqu'il a fait sa sortie, après les mesures de mars, disait qu'il fallait, en voulant prendre des mesures, penser à ceux qui font leur popote et payent les popotes en tenant compte des recettes du jour. Ça, c'est tenir compte du droit à la survie, du droit à la vie, du droit d'aller, de venir, par exemple. Donc, dire que les mesures prises par Covid et par le gouvernement dans le cadre de la Covid ont été disproportionnées ou bien non plus parce que, bon, le rapport est allé interroger l'article 68 de la Constitution pour dire que, bon, évidemment, les rédacteurs de l'article 68 ont dit que le chef d'État prend les mesures spéciales lorsque les territoires sont menacés. En cas de guerre, on dit que, par exemple, où le chef d'État prend des mesures exceptionnelles, est-ce que les droits tels que prévus au départ peuvent être maintenus? Le couvre-feu, par exemple, le couvre-feu limite le droit d'aller et de venir, limite la liberté de circuler, par exemple. Et pourtant, le couvre-feu sanitaire a été déclenché dans beaucoup de pays, même en Europe, confinement total en France, à un moment donné, grand pays de droits de l'homme, États-Unis, on y a pensé. Je pense même qu'il y en a eu à certains niveaux. Donc, je pense que nous ne devons pas mécaniquement répéter ces choses
ou penser que transformer les droits de l'homme en droits abstraits, en droits de la rhétorique, en droits théoriques, en droits doctrinal, et éviter et ne pas l'imaginer dans la réactivité, dans le quotidien, c'est-à-dire dans sa réalité. Un droit, lorsqu'on veut le décliner, on veut en parler, il faut l'imaginer dans sa réalité et face à toutes les situations possibles. Et lorsque vous évoquez Covid-19, par ailleurs, aujourd'hui, les gens commencent par fermer leurs frontières, par prendre de nouvelles mesures. Le pass vaccinal est un droit, est une entrave au droit de la limitation, au droit de la circulation. Le pass vaccinal est une entrave à l'exercice au choix libre des soins, comme on le dit. Je suis libre d'accepter des soins qui doivent m'être inoculés ou pas. C'est un droit, par exemple. Mais je fais qu'on vous oblige d'être la vaccination et vous devez exhiber le pass vaccinal. Et ce n'est pas le Bénin qui l'a imaginé, c'est le grand pays des droits de l'homme. Alors, est-ce que nous allons mécaniquement évoquer droits de l'homme et laisser les populations et laisser d'autres droits collectifs dont d'ailleurs que la Constitution a évoqué, devrait-on les laisser? Quelle régulation, quelle déclinaison, quelle pondération faire entre ces droits, les droits individuels, c'est-à-dire le droit de l'homme, les droits de l'homme primitif, les droits primitifs de l'homme, c'est-à-dire un homme libre sans limite, sans rien, en tant que jouissant librement de sa liberté, et le droit d'un être vivant dans une communauté qui a besoin de restreindre une partie de sa liberté pour que le vivre ensemble ait un contenu. Voilà la question que la Commission n'a pas réglée, normalement qu'on aurait dû régler dès le départ, en préambule, en introduction, pour toujours affirmer, montrer qu'elle est une commission dans le peuple, une commission dans le réel. Alors, si vous êtes une commission et vous fonctionnez dans l'irréel, disons, dans l'idéal possible. Bon, c'est bon, on va vous lire une belle littérature, un peu comme pour dire les OLC, beaucoup d'autres organisations. Mais qui, de point de vue réel, lorsque vous accédez au pouvoir, vous ne pouvez pas. Pourquoi Nicolas Hulot en France, quand il est rentré au gouvernement, il ne peut pas participer à un pouvoir public? Parce que c'est un défenseur du droit de l'environnement. Mais lorsque vous êtes défenseur du droit de l'environnement, vous ne pouvez pas participer à une action politique dans l'exécutif. Parce qu'il y a nécessairement des actions de l'exécutif qui, lui, a besoin de réguler tous ces droits-là pour pouvoir trouver à chacun son cheminement dans sa place, son angle, son rayon, ses marches dans la cité. Donc, est obligé parfois de restreindre votre droit rapidement pour que l'autre puisse passer. C'est comme la circulation. Vous êtes pressé, le policier qui régule au milieu, il dit stopper, l'autre doit passer d'abord. Ou bien les feux tricolores sont là. Ou les feux tricolores sont là et le font d'office. C'est pour dire qu'il y a besoin à réguler et dans toute régulation, certains droits sont nécessairement écorchés, mais pas écorchés volontairement, pas écorchés pour satisfaire les désirs de quelqu'un. Et c'est ça, par ailleurs, l'une des insuffisances de ce rapport. Alors, est-ce que vous y comprenez quelque chose quand M. Isidore Clément Kakochichi, devant la représentation nationale, dit ceci, je le cite, « La violation des droits de l'homme dans notre pays continue d'être récurrente et nous devons encourager l'État à s'y investir davantage pour réduire les violations à travers l'éducation aux droits de l'homme et la prise des sanctions exemplaires à l'égard des auteurs. » C'est notre credo commun et nous devons y travailler ensemble. Sur quel fait se base-t-il pour une telle déclaration? Non, quand vous regardez le rapport, oui, il peut le dire. Il peut le dire lorsque il y a un tableau. Tandis que ça devient récurrent? Il y a un tableau, par exemple, qui montre quand même que la Cour constitutionnelle a pris un certain nombre de décisions qui montrent qui défendent des cas de violation par certains tribunaux, par certains commissariats, par certains agents de sécurité ici et là, quelques droits ici et là qui ont été violés. Bon, quand on prend ça, mais dire que c'est récurrent, c'est là. Le mot récurrent est de trop, parce qu'il ne peut pas faire
la gradation. Il ne peut pas, nous pensons que cette tribune doit pouvoir être offerte à la Commission béninoise des droits de l'homme, de passer, expliquer aux téléspectateurs, et même dans un débat, de montrer la pertinence de certaines déclarations, de certaines publications. Dans la mesure où, quand on dit que ça devient récurrent, non, c'est comme, le même rapport montre qu'il y a des gens qui sont en prison depuis 2006 et qui n'ont pas été jugés. Je dis, mais quand même, de 2006 à 2016, il s'est passé quand même 10 ans. Et ce n'est pas Patrice Talon qui était au pouvoir. Hein? Alors pourquoi pendant ces 10 ans, une procédure n'a pas pu? D'accord, ok. L'État est une continuité. Absolument, je suis d'accord que ça devrait l'être. C'est pour vous dire, quand il devient récurrent, c'est comme si c'est nouveau. C'est comme si il y a une recrudescence. C'est comme si c'est aujourd'hui. Non, il y a toujours eu abus. La question de sanction, mais lorsque vous sanctionnez, on va parler d'abus selon la tête de la personne que vous sanctionnez. C'est là où on en est aussi par ailleurs. Parce que lorsque des forces de l'ordre sur lesquelles on tire réagissent, et à travers le rapport, vous sentez une sorte de on a obligé de parler des forces de sécurité. Je pense que c'est l'une des choses qui ont hérité l'honorable à la date. Lorsqu'on est obligé de parler des forces de l'ordre, rapidement, parce qu'il faut bien en parler, mais on a parlé des autres, dont l'enfant de 2 ans qui n'a pas été pris qui a été blessé au pied, qui n'a pas été pris en compte par l'État. Moi, je pense que c'est des cas. Vous voyez, c'est vrai, c'est dans l'émotivité populaire, l'enfant de 2 ans qui a reçu une balle. C'est normal. Compréhension cas. C'est normal. Et l'État, à travers le ministère des Affaires sociales, naturellement, est présent sur ces cas-là. Quelle démarche a-t-on mené? C'est la question. Quelle démarche a-t-on mené pour que cet enfant ait les soins adéquats? C'est ça la question. J'ai vu dans le rapport qui est censé être de 2003, de 2020, de janvier, qui couvre la période janvier 2020 au 30 novembre 2021. Au 30 novembre 2021. On a vu des cas de 2010, on a évoqué la situation de 2019. On a vu les tombes des gens de 2019. Alors, quand vous regardez ça, c'est vrai, sur le plan de l'émotivité, c'est normal, ça choque, ça heurte. Et on voit, c'est comme si on tient à démontrer qu'au Bénin, que les droits politiques et les droits civils sont bafoués, sont menacés, sont agressés. Et ça, c'est pas... Il y a une idéologie derrière. Je ne veux pas être le pourfendeur de ce rapport ni de la commission, mais j'estime qu'il y a eu un manque de rigueur dans l'analyse des situations, d'abord dans la présentation des faits et dans l'analyse des situations. Ça, c'est important. J'ai parlé de Covid-19. On peut faire le débat de savoir ce que l'État aurait pu faire lorsque la situation se propage à un niveau donné, exponentiel. Lorsque les hôpitaux sont obligés d'être délestés des bonbons de gaz pour qu'on puisse les convoyer dans les centres de prise en charge. Comment un État peut-il faire pour ça s'il ne contraint pas des niveaux donnés, s'il ne restreint pas la circulation, s'il ne restreint pas dans les bus par exemple, l'État devrait-il laisser les gens s'entasser sans cache-nez, par exemple? Lorsque les gens tirent sur les forces de sécurité, l'État devrait-il s'abstenir de réagir? Enfin, quand je dis l'État, les forces. Donc eux, à Parakou, en 2019, Savalou, et Parakou, Tchaourou, Saver, Bante, les forces de l'ordre n'ont pas réagi. N'ont pas réagi le 28 avril 2019. Ils n'ont pas réagi. Si les forces de sécurité avaient réagi, ça aurait été autre chose à Parakou lors des élections législatives. Et pourtant, ce jour, on a annoncé 2 morts. Il a fallu que la commission, la mission d'observation des Nations Unies et de l'Union africaine, qu'on a induit en erreur, il a fallu qu'elle revienne en arrière pour s'excuser. Parce que des OLC qui ont déployé des gens leur auraient dit qu'il y a eu 2 morts. Alors qu'il n'y en avait pas eu à ce moment-là. Et ça, c'est les manifestants qui ont brûlé les domiciles des autorités. Est-ce que ces autorités n'ont pas droit à la propriété, n'ont pas droit à l'intégrité de leur personne et de leurs biens? Est-ce qu'ils n'ont pas? Est-ce que ces droits, ils n'en ont pas? Alors, quand les individus font ces choses, l'État doit-il rester les bras croisés et ne pas réagir? Et lorsque dans sa réaction, il y a des casses,
Pourquoi on n'analyse pas le contexte pour en dégager la situation et situer les responsabilités de manière cohérente? C'est ce qui aurait dû. Est-ce qu'en temps de guerre, tous ces droits-là sont préservés? Regardons les guerres mondiales. Regardons par ici la guerre du Golfe. Regardons est-ce que Saddam Hussein a été régulièrement jugé, a eu un procès, a eu droit à un procès équitable, normal, régulier, auprès d'un tribunal bien constitué, avec son droit à la défense? Est-ce qu'il a eu? Est-ce que Oussama Ben Laden a eu ça? Alors, donc, je peux. Est-ce que en France, lorsque les attentats ont commencé, en France, est-ce que ceux qui sont présumés terroristes, est-ce que on ne les abattrait pas? On en a abattu. Oui. Alors, la question, c'est tout de savoir à quel moment vous préservez le droit individuel de l'agresseur et au même moment vous allez régler le droit des citoyens qui doivent circuler librement. Je pense qu'il faut faire le débat des législatives. Il faut faire le débat de la présidentielle et des violences. Et j'espère qu'à ce moment-là, les gens voudront parler. Dans ce rapport, j'ai vu qu'on a parlé de monologues, de l'opposition qu'on n'invite pas au plateau, des trucs, on a attaqué les médias. J'ai dit, mais j'espère que les membres de la Commission des droits de l'homme accepteront des débats et discuteront. Parce que, justement, c'est une chose à dire, il n'y a pas de débat. Mais une chose est de se présenter pour faire le débat. Il faut que, moi je pense qu'il faut qu'ils donnent le bon exemple et qu'on les reçoive au débat et qu'ils participent au débat sur les plateaux. Et j'espère que les confrères vont leur offrir les plateaux pour qu'ils expliquent ce qu'ils disent. Et que des personnalités qui ont contribué, parce qu'on voit quand même, lorsque vous lisez, vous voyez des orientations de ceux qui... On voit les orientations de certains officiers, pas de trucs. Donc, si les gens sont disposés à opérer en plein jour, c'est-à-dire répondre, discuter, faire compte fait, ce serait intéressant. Là, on va prendre des pans de ce rapport. Il n'est pas dit qu'au Bénin, tout est clair. Je pense qu'il y a des violations ici et là, il y a des cas qui ont été évoqués. Mais, vous savez, on a parlé de Covid. On a parlé de cas. Par exemple, il y a un cas, par exemple, au niveau des médias, où la hack a été attaquée pour sa manière de fonctionner. Mais je pense que il va falloir qu'il y ait un débat, effectivement, sur la question. Mais il me semble que dans ce débat, le brouillage du soleil qui a été évoqué dans ce rapport ne date pas de 2020. Le brouillage du soleil date d'avant 2020. Mais entre-temps, il y a eu la non-reconduction du contrat de cet organe. Alors, les gens parlent de la suspension de l'organe. Ils parlent de la non-reconduction de son contrat. C'est une convention de 6 ans que l'organe a signée avec l'État. Et donc, c'est une fréquence de l'État louée. Donc, qu'elle emprunte. Alors, qu'entre-temps, il n'y a pas eu renouvellement. Ça, c'est entre l'État et un privé. Mais le contrat était arrivé à terme. Le contrat est arrivé à terme. Ouais, vous voyez. Et ainsi de suite. Moi, j'ai regardé les incriminations, les récriminations au niveau de la RAC. Je pense qu'il y a beaucoup de points que les conseillers de la RAC devraient pouvoir eux-mêmes éclaircir pour montrer leur fonctionnement. Parce que leur silence valide le rapport. Or, il y a des choses approximatives qui ont été dites à ce niveau-là. Moi, j'ai lu dedans, on a dit, oui, bon, voilà, que des entreprises de pression n'ont pas la liberté de fonctionner parce qu'il y a des ordres peut-être des ordres, des cadrages qui arrivent parce qu'ils ont des contrats. Je dis, mais au fait, lorsque je veux passer une insertion, lorsque un organe veut passer l'insertion ou une publi-reportage ou veut communiquer parce qu'il est autorisé que vous soyez, lorsque vous regardez les équipes de football, ou non, les équipes tout simplement, ou les grandes manifestations. Quand vous allez la Coupe du Monde, par exemple, il y a des firmes, des grandes firmes, qui sont sponsors. Mais ces firmes-là, ils sont sponsors sans condition. Non, il y a des conditions. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Lorsque vous êtes joueur et vous avez votre droit à l'image, vous vendez
vos droits. Il y a des conditions. L'utilisation de votre image, c'est soumis à conditions. Lorsque vous êtes un organe de presse, vous contractez avec une firme, ou vous avez un contrat avec une entreprise, ou avec les contrats de prestation avec l'État. Il y a des conditions. Il appartient à l'organe d'assumer sa fonction d'organe d'information. Et je pense que, alors, trouver que contracter avec l'État et que l'État oriente la pédagogie de ces actions constitue une violation du droit à l'information, pose un problème. L'information, c'est de savoir, est-ce que vous, en tant que structure, vous êtes, la preuve, le rapport est sorti, tout le monde en parle. Mais ça, c'est le travail des médias. Combien la Commission des droits de l'homme a payé pour que les médias en parlent? Donc, c'est vous dire qu'il faut repréciser un certain nombre il faut reclarifier un certain nombre de schémas, repréciser certaines choses pour qu'on ne s'embrouille pas dans ces formules un peu trop intellectuelles ou intellectualisées, un peu trop idéologiques par ailleurs, parce que orientées vers un certain nombre d'objectifs, notamment, comme je vous l'ai dit, c'est un rapport qui a été rédigé à charge. À charge, tout à fait. Et vous rejoignez les avis de ces députés qui sont un certain nombre. Monsieur Aladati, voilà justement que je retrouve, qui dit, Orden Aladati, qui dit que, je le cite, ce sont ces genres de rapports qui contribuent à déclasser le Bénin à l'échelle internationale. Il sera rejoint donc dans ses dires par ses collègues, notamment l'honorable Sédégan Fagla, Gildas à Goncan, Patrice Nombimé à Gaudranfort, qui l'ont rejoint dans sa ligne et qui pensent, ces députés-là, que le rapport est à charge et qu'il faudra véritablement réformer la Commission béninoise des droits de l'homme. Alors, Agapit Napoléon Maforican, est-ce que vous êtes pour la réforme au niveau de cette commission aujourd'hui? Moi, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Mon problème, c'est toujours de savoir, et je me pose beaucoup de questions, toujours. Vous voyez, j'ai été membre d'une autorité, j'ai été membre de deux. La première, c'est une institution de l'État, la haute autorité de la communication. Et la deuxième, c'est l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Alors, quand vous regardez les deux, l'autre, c'est une institution avec des pouvoirs, mais c'est une administration, c'est une autorité administrative indépendante. C'est-à-dire que la HAC exerce des pouvoirs qui, au départ, relèvent de l'État central, de l'exécutif. On a créé pour rendre la liberté de presse réelle. Alors, le rapport dit quoi? Que la HAC, au lieu de rendre la liberté, au lieu de s'occuper de la liberté de presse, s'occupe plutôt de la régulation. Mais l'organe de régulation, quand on dit que la liberté de presse est reconnue, elle est protégée par la haute autorité de la communication. Mais quand vous allez dans l'article 143, 142, 143, non, ou 143, 144, quand vous y allez, la question du respect de la déontologie en matière de presse et de tous les moyens de communication de masse y est. C'est important. Le problème qui se pose aujourd'hui, et comme la HAC même elle ne communique pas suffisamment, ça fait que on lui met dessus l'absence de liberté de la presse. Mais tous les jours, le rapport a évoqué des médias sociaux qui n'ont pas été, les médias les médias en ligne qui n'ont pas été réglementés. Mais moi je dis que c'est peut-être un mal pour un bien. Parce que si les médias là avaient été réglementés, il y en a peut-être une moitié, il y en a peut-être 2/3, il y en a peut-être combien, je ne sais pas, qui ne seraient pas en mesure aujourd'hui d'exercer. Aujourd'hui, ces médias exercent librement. C'est vrai, il se pose la question de leur statut et il importe de la réguler. Il importe que la finisse la procédure. Mais le fait d'en faire un problème de droit est quand même délicat parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces organes opèrent librement et avec pour principe, pas celui de la liberté de presse, mais la liberté d'expression. Donc, du coup, plus large et moins encadré. Donc, la commission devrait plutôt en être heureuse. Mais ça a été évoqué. Quand on prend un autre élément dans le rapport. Je vais peut-être vous y aider. Le rapport qui parle de la surpopulation carcérale, 14 000 détenus dans nos maisons d'arrêt. Le rapport qui propose d'ailleurs une loi portant création
d'un corps pénitentiaire et des mesures fortes afin de réduire la surpopulation carcérale constatée dans toutes les prisons civiles et maisons d'arrêt, ainsi pour améliorer les conditions de détention. Le rapport qui recommande aussi à l'État de renforcer l'application des différentes mesures alternatives conformément à l'ensemble des règles à minima révisées des Nations Unies pour le traitement des détenus. Le rapport se soucie des prisonniers. Oui, ça c'est quand même intéressant. Je trouve que c'est l'un des points positifs du rapport. C'est important de régler la question de la population carcérale. L'État fait des efforts, c'est une évidence, mais il faudrait peut-être aller plus loin. C'est pas quand on me dit qu'il y a des gens qui sont dans des prisons, dans les salles réduites, des cellules de 2 mètres sur 1. Je pense quand même que ça pose un problème de la dignité de la personne humaine. Les prisons, la prison n'est pas un hôtel à 5 étoiles, je suis d'accord avec le ministre, je suis d'accord totalement. Mais la prison ne peut pas être un mouroir. La prison ne peut pas être un mouroir. La prison doit être une maison dans laquelle le délinquant repense ce qu'on lui reproche. Et beaucoup ont connu leur rédemption par là. Les maisons d'arrêt doivent être des maisons de correction de l'homme. Les maisons qui permettent à l'homme de retourner dans son cabinet intérieur, dans son cabinet de réflexion, dans sa conscience, et repenser son être en harmonie, non seulement avec lui-même, mais en harmonie avec la collectivité. Je pense que c'est important. Mais quand vous êtes dans un réduit de 2 sur 1, si c'est réel, parce que c'est ce qui a été écrit, ça pose un problème. Donc, je pense globalement que pour moi, le consultant, pour moi, l'analyse et la lecture de la question de la population carcérale, sous réserve de ce que diront les autorités ministérielles, ceux qui maîtrisent le mieux ce dossier. Moi, je pense qu'en tout cas, ce qui est écrit, à mon humble avis, participe du souci donc d'améliorer les conditions. Oui, là, il n'y a pas de débat, parce que les faits sont clairs et nets. Mais lorsque on a tiré sur les gens, il y a eu une riposte on tire sur des forces armées. On a déjà fait ça une fois. Et les gens n'ont pas réagi. On a amnistié des gens qui ont été arrêtés. Et quand l'État était obligé de réagir, et il y a eu des situations déplorables, on a élevé ça en scandale du siècle, en crime contre l'humanité. La preuve, ceux qui ont perdu leur gens, parce qu'on s'est joué sur la psychologie populaire, surtout de la classe analphabète. Lorsqu'on monte dans ce rapport des tombes, des personnes tombées, et peut-être présumées décédées de cette situation-là en 2019, qu'est-ce qu'on fait? C'est une manière en tout cas, ça participe à réveiller encore ce passé qui a été amnistié, quand même, pour finir avec. C'est un passé douloureux qu'il fallait finir, qu'il fallait clore. Mais au même moment qu'il y a une nouvelle situation qui est créée et que des gens demandent grâce à amnistie, tout ça là, on réveille ce passé. Est-ce que ça participe réellement de la calmie? Quel est l'effet de remonter en 2019 dans le rapport qui commence en 2020? Voilà. Donc, et cet effet n'est pas continu. C'est-à-dire que ce n'est pas une situation de 2019 qui continue, qui a des effets, des corollaires sur 2021. Là, on pourrait comprendre. Alors, donc, mais nous parlions de réformer la commission. Est-ce que la question est de réformer la commission? Il ne s'agit pas de c'est ce que souhaitent les députés. Non, je pense que ça peut... C'est pas là la question n'est pas là. La question c'est de savoir, le député qui a siégé, il y a quand même un député qui est dans cette commission. Quel apport il a été dans la rédaction du rapport? Il y a plusieurs composantes, je n'ai pas envie d'aller au détail. Mais chacun, quel était son apport? Or, lorsque vous y allez, ce n'est pas pour devenir défenseur de l'idéologie des droits de l'homme. Lorsque vous y allez, c'est d'apporter votre regard, votre technicité dans l'analyse des situations. Parce qu'il n'y a pas de droit intrinsèque. Il y a des droits privés, les droits s'interfèrent. Les droits c'est des droits qui s'imbriquent. C'est des droits qui se complètent. C'est des droits qui s'opposent. Regardez, le droit à la libre circulation et le droit à la manifestation. Quand vous prenez les deux, il y a un droit de protection, il y a un droit de revendication.
Le droit de revendication, c'est le droit à la libre protestation, à la libre circulation, le droit à la libre protestation. Donc les gens doivent manifester. Mais c'est vrai que pendant que les gens manifestent, il faut que moi je circule librement. Mais en manifestant, ils empêchent ma circulation. Ça fait un droit qui est brimé. L'État doit réguler. Il y a les droits individuels et les droits collectifs. Quand le rapport parle stigmatise un certain nombre de trucs par rapport à Covid, mais la Constitution demande que l'État s'occupe de la santé publique. Alors, comment l'État va s'occuper de la santé publique s'il ne prend pas des mesures radicales? Parfois, face à un virus dont on ne maîtrise pas les ramifications, on ne maîtrise pas les évolutions, on ne maîtrise pas les... Avec tous les nouveaux variants qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait même pas encore de variants. Lorsque l'État a lâché un peu, vous avez vu ce qui s'est passé entre... quel mois? Il y a 3 mois. Juillet, août à décembre. Entre août et septembre, et novembre. Entre août et novembre. Vous avez vu ce qui s'est passé, le nombre de décès dans le pays, tout au moins chez nous. C'est-à-dire que ces droits-là, parfois, comme je vous l'ai dit, ça c'est interfère. Donc, c'est des questions de... Il faut à l'État de jouer et aux individus de se battre. Donc, il y a une sorte d'action et de réaction et de tempo à faire. Donc, la commission, normalement, telle qu'elle est constituée, devrait pouvoir assurer la régulation de ces droits au regard des techniciens qui la composent. Il se fait que on est entré beaucoup plus dans des revendications des organisations de la société privée que dans l'analyse approfondie de la complexité de la jouissance totale d'un droit qui ne coche pas, qui ne heurte pas d'autres droits. Et donc, lorsqu'on est dans ce siège, on se pose la question de savoir à quoi servent alors ceux qui siègent, ceux qui sont désignés de manière intrinsèque de leur profession pour y siéger. C'est pour ça que je disais que, bon, comme on parlait des députés, à quoi servent les députés, par exemple, ou je ne sais pas combien ils sont, dans la rédaction de ce rapport. Donc, c'est un peu ce type de questionnement. Quand vous lisez le rapport, comme je vous l'ai dit, le rapport n'est pas analytique. Il est descriptif et il est injonctif. Il est descriptif, il est injonctif, il n'est pas analytique. Un rapport du genre doit pouvoir l'être pour pouvoir, ou tout au moins, si vous n'avez pas embelli d'être, il faut regrouper les mêmes faits, au lieu d'aller pas droit. Parce que le droit à la vie, et pourtant il y a la peine capitale. Il y a un droit à la vie. Et comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, dans des États de la Fédération américaine, donc des États-Unis d'Amérique, il y en a qui pratiquent encore la peine capitale. Il y a des États au monde qui pratiquent la peine capitale en Europe. Donc, et pourtant, il y a un droit à la vie. Mais à quel moment, est-ce qu'en prononçant la peine capitale, l'État là ne respecte pas les droits de l'homme? Voilà la question essentielle. Lorsque, au nom de ma liberté, je me fais devant un ministère en train de cuire, je ne sais pas quoi, où je pisse, je peux faire être aussi, je pisse devant un immeuble, un édifice public. Alors, quelle est la faute que je commets? Alors, si on réagit, doit-on laisser les gens déféquer, pisser, jeter des ordures devant l'édifice public, au nom de leur liberté totale? Si on met pancarte que c'est interdit et c'est contre rémunération et contre contravention, et vous le faites et on vous oblige à payer la contravention, est-ce qu'on est allé contre vos droits? Voilà des questions essentielles qu'il faut régler. Je pense que nos pays africains sont en évolution constante. Et nous forgeons la démocratie. Et donc, il y a des questions qui sont complexes et qu'on ne peut pas évacuer comme ce rapport l'a fait. Je pense que, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas le pouvoir. Donc, moi, je serais prêt à échanger sur un plateau, n'importe lequel, ici ou ailleurs, avec un membre de la commission. Mais on va de manière vraiment profonde pour voir concrètement, pour que je leur démontre
que le rapport n'a pas été analytique. Il a été descriptif et injonctif. D'accord. De toutes les façons, nos plateaux sont ouverts ici à E-Télé, il n'y a pas de problème. Donc, tout membre de la commission béninoise des droits de l'homme qui voudrait quand même se faire entendre et donner plus de précisions sur ce rapport sera bien accueilli ici. Il n'y a pas de souci. Alors, Agapit Napoléon Mafori, quand on va sortir de ces échanges, mais je voudrais quand même avoir votre avis sur quelques aspects. Le rapport qui, à tout le moins, s'est félicité quand même hein, et a félicité les honorables députés pour par exemple, l'adoption récente en session extraordinaire de certains tests importants, ci-après, le 20 octobre 2021, de la loi numéro 2020-2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin, le 21 octobre 2021 de la loi numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin, ainsi que la loi portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin et le retour des 26 trésors royaux de la France le 10 novembre 2021. Quelque part, le rapport a des éclaircies. Il y a certains points quand même qu'ils ont pu observer. Non, le rapport n'a pas dit que tout était noir. Comme je vous l'ai dit, c'est oui, beaucoup a été fait, mais on met l'accent et on s'appréhentit. On évacue, on liste de ce qui a été fait. Oui, les élections, oui, les mesures. Le Bénin est le seul pays dans la sous-région qui n'a pas fait qui n'a pas décrété un état d'urgence sanitaire. Le Bénin est aussi, mais et on ne commence pas à détailler des situations qui ne sont pas analysées. C'est ça un peu la structure du rapport. Moi, je pense même dans là où on se félicite là, dans la mise en œuvre, je vous ai dit que les lois sur les réformes des partis, le code électoral et la charte des partis politiques, ça a été à l'unanimité pratiquement. Les deux lois ont été votées en 2018 à l'unanimité pratiquement. Donc, voter les lois, oui, c'est bien. Mais encore faut-il les appliquer. Mais c'est dans l'application que se posent des problèmes. Et c'est là qu'il est intéressant de voir les droits. Parce que, comme je vous ai dit, les droits de l'homme, c'est tout, sauf quelque chose de très facile à comprendre. Et donc, la commission devrait nous aider à aller au-delà des simples énonciations. Vous savez, le monde a connu tellement une flopée de droits, de conventions. Il y a la charte, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça aurait pu suffire, non de 48. Mais pourquoi on a eu les pactes, droits civils et politiques, droits économiques, culturels et scientifiques? Pourquoi on était obligé d'avoir ça? Pourquoi on a eu encore des chartes régionales? Pourquoi chaque région? Parce que simplement, c'est délicat. Le droit, quand vous prenez simplement le droit au développement, ce droit nouveau, mais quand vous le regardez, mais les gens ne s'entendent même pas sur le contenu. Parce qu'il imbrique tous les droits et finalement n'évoque rien de fondamental, de particulier. Mais le droit au développement, c'est la capacité pour les populations. Et quand vous regardez les Nations Unies, leur explication en 1986, par exemple, il faut dire que le droit au développement est un droit inaliénable en vertu duquel et toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés individuelles puissent être pleinement réalisées et de bénéficier de ce développement. Voilà. Alors, lorsque vous lisez ça, vous vous demandez, mais alors, comment tous les droits de l'homme peuvent être réellement respectés lorsque l'État doit intervenir pour assurer un environnement sain, le travail à tous et un développement intégral, la santé pour tous par exemple. Lorsque l'État doit assurer la responsabilité des médias face à leur liberté, comment le droit à la responsabilité, le respect de la déontologie professionnelle, quand l'État doit intervenir pour le faire respecter, comment peut-il faire respecter le droit en face du droit à la liberté de publier?
C'est ça la question. Comment peut-on, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le droit de circuler librement et le droit de manifester? Voilà deux droits contradictoires, parfois. Donc on vous détourne. Le droit à ériger des infrastructures, le droit de déguerpir. Donc le droit à la propriété et le droit de vous déguerpir pour cause d'utilité publique. Même contre juste rémunération. On ne peut jamais. Il y a des dommages moraux dans le déguerpissement que la juste rémunération ne peut pas. Parce qu'il y a des choses que l'argent n'a pas compensé. Oui. Et pourtant. Alors donc quand vous regardez tout, tout est question de. Tout est relatif. La question que le Béninois lambda doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il vit dans un état où il est libre d'aller et de venir? Regardez sur les réseaux sociaux. Qui est empêché d'aller où? La question est là. Vous avez, il y a des compatriotes qui étaient dehors, qui attaquaient l'État tous les jours. Et du jour au lendemain, ils sont au pays. Il y en a qui ils allent voir le chef de l'État. Ils disent, ah, ce qu'on disait quand nous étions dehors est différent. Depuis qu'on est dedans, on voit autre chose. Pourquoi les gens ne prennent pas des initiatives? Ceux qu'on dit qu'ils sont exilés. Pourquoi ils ne prennent pas des initiatives? Peut-être ont-ils peur pour leur pourquoi cas. Ils ont des gens, pourquoi les gens ne prennent pas des initiatives? Comment sont-ils retrouvés dehors? Je pense qu'il y en a qui sont retrouvés dehors parce qu'ils fuient la justice. Et pourtant, tout homme est libre de poser tout acte, quitte à en répondre des conséquences devant une justice. Donc, logiquement, quand vous tournez, c'est comme le serpent qui se mord la queue, le droit de l'homme. Donc, c'est pour vous dire simplement que ce rapport vaut ce qu'il vaut. La commission a fait une option. C'est clair et c'est net. Elle a fait une option. Elle soutiendra son option. On a le droit de le critiquer, le rapport. On a le droit, quelqu'un comme nous qui objectons, nous qui donnons des avis et faisons de la pédagogie, nous avons besoin de les pousser à analyser plus le contenu. Parce que, comme je l'ai dit, tout à l'heure, ils ont listé des lois. Mais ils n'ont pas dit les avancées que ces lois l'apportent. Vous voyez, on a dit oui, on se sent. Donc on a cité des lois. Mais quand vous regardez le droit sur la violence. Qui protège le genre, par exemple. Quand vous regardez le droit sur la violence faite aux femmes, par exemple, dedans, il y a des causes évidentes de violation d'autres droits. La loi qui complète la loi 2003, il y a au moins les situations nouvelles décrites. Sur la santé sexuelle et reproductive. Si elles participent de la liberté reconnue à celles qui portent leur grossesse et qui sont dans des conditions difficiles, au même moment, ça élargit les atteintes au droit à la vie d'un fœtus. Par exemple. Il s'agit des droits de l'homme. Donc, c'est vous dire quoi? C'est vous dire que nous ne sommes pas dans une... La matière n'est pas, c'est pas un théorème ou un axiome où on décrète et on admet et on avance. Il faut analyser. C'est ça, comme je l'ai dit, c'est ce qui manque à ce rapport, le volet analytique. Le volet analytique. Merci beaucoup à vous, Agapite Napoléon Maforican. Je rappelle que vous êtes consultant politique ici à ETélé, par ailleurs expert électoral, et cet aspect-là de votre dénomination, si je puis ainsi dire, nous a servi à décrypter quand même quelques aspects du rapport. Nous avions parlé, mesdames et messieurs, du rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme présenté par son président hier, ce mardi, à l'Assemblée nationale, monsieur Isidore Clément Kapochichi. Un rapport qui a fâché quelques députés qui ont décidé de réformer cette commission. Vous avez pu suivre les premières analyses de notre consultant politique qui reste ouvert à tout débat, à toute clarification ici ou ailleurs pour que de la contradiction puisse jaillir la lumière pour avancer davantage notre pays. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Passez une belle soirée devant nos programmes.